dans l'affaire des cliniques de Marseille. Les 4 suspects attendent toujours d'être entendus par le juge. Un gouvernement avec 11 ministres non communistes en RDA et M. Krenz qui demande à 27 députés communistes de démissionner. Un tout petit pas pour réduire l'apartheid en Afrique du Sud, plus de ségrégation dans certains lieux publics, notamment les plages. Le Salvador, dans la guerre civile, 6 jésuites assassinés dans la capitale, ils s'ajoutent aux centaines d'autres morts. Bonsoir. L'étrange affaire des cliniques de Marseille. 4 personnes sont en garde à vue. On les soupçonne d'avoir assassiné il y a 18 mois le patron de la Polyclinique Nord. Mais pour l'instant, c'est l'attente pour les 4 suspects. Ils n'ont toujours pas été entendus par le juge, comme si la justice retenait son souffle. Parmi les 4 suspects, je vous le rappelle, il y a le propriétaire de 4 autres cliniques. Et cette affaire ne serait que la partie émergée de l'iceberg. Derrière, il y aurait un gros trafic de lits hospitaliers. Patrick Velay. Longue journée au tribunal. Ce matin, 2 hommes dissimulés et plusieurs heures d'attente pour une audition chez le juge chargé du dossier clinique marseillaise. L'un d'eux est bien connu sur la place. Patron de 4 établissements privés, il cherchait à étendre sa capacité d'accueil. Son objectif, acheter cette clinique dont le propriétaire Lucien Mout est mort assassiné le 18 mai 88, comme un vulgaire truand. Y a-t-il un lien entre ces 2 faits? Aucun aveu n'est venu pour l'instant étayer les convictions des policiers. Pourtant, la personnalité de cet homme intrigue. Jeune, riche et courtisé, il possédait également un bar très connu à Aix-en-Provence. Novembre 87, attentat non revendiqué, il revend l'affaire peu de temps après, mystère. Des écoutes téléphoniques tendraient à prouver ses relations avec un petit truand local, mais aussi une extrême tension avec Lucien Mout pour le rachat de sa clinique. Car à Marseille, plus encore qu'ailleurs en France, les petits établissements ont peu d'avenir. Depuis 80, la loi interdit la création de nouveaux lits, d'où une concurrence effrénée. À partir de là, blocage du marché et forcément inflation des prix. C'est une réalité économique qui est tout à fait classique. De quel ordre ? Il est vrai qu'on peut constater des augmentations de prix de lits qui peuvent varier de 1 à 4, parfois même 6, depuis environ 3 ans. En clair, un lit peut se vendre jusqu'à 600 000 francs. Un enjeu financier très important, une clinique rentable tourne entre 180 et 200 lits. Cette guerre économique a-t-elle tourné la tête à l'un de ses acteurs au point de passer un contrat avec le milieu pour éliminer un concurrent? En tout cas, le crime ne lui a pas profité, la clinique visée est restée dans la famille et depuis 3 jours dans cette affaire, le silence semble érigé en système de défense. La hausse des prix en France en octobre, plus 0,4%, ce n'est pas un très bon chiffre, c'est moins bien que les mois précédents. Pour les 12 derniers mois, la hausse a été au total de 3,6%, selon donc le chiffre provisoire annoncé tout à l'heure par l'INSEE. Une consolation tout de même, l'Allemagne ne fait pas mieux. Le Parti socialiste monopolise à l'Assemblée nationale. Le député PS des Bouches-du-Rhône, Michel Vauzel, a été élu à la présidence de la Commission des Affaires étrangères. Cette commission était présidée jusqu'ici par Valéry Giscard d'Estaing, qui en raison de l'interdiction des cumuls a choisi son mandat de député européen. Ainsi maintenant, les 6 commissions de l'Assemblée sont présidées par des socialistes. Conclusion de la droite, l'ouverture, c'est bien terminé. Explication de Roland Sicard. Michel Vauzel n'avait pas l'air franchement inquiet. Le suspense, il est vrai, était des plus réduits. L'opposition s'était mise d'accord pour présenter un seul candidat, Jean-François Degnaud, et les communistes avaient annoncé qu'ils voteraient pour Michel Vauzel au second tour. Tout était réglé comme sur du papier à musique. La seule chose qui n'était pas vraiment prévue, c'est l'artillerie lourde sortie par l'opposition qui vient de perdre sa seule présidence de commission. Le Parti socialiste, à un moment où un grand vent d'espoir et de liberté est en train de secouer le monde entier et en particulier l'Europe, a préféré faire élire un président par des commissaires du Parti communiste qui ne partagent en rien l'analyse de politique étrangère du gouvernement français et de l'ensemble des Français. L'opposition qui annonce la mort de l'ouverture, les socialistes, eux, répondent un prêté pour un rendu. Il n'est pas question d'enterrer l'ouverture, il est question simplement de voir aussi ce qui s'est passé au Sénat. Je pense que vous savez comment les commissions ont été refusées au Sénat où nous sommes dans l'opposition. Plus de présidence de commission pour l'opposition, c'est bien un mur qui sépare maintenant la droite et la gauche à l'Assemblée. La droite qui annonçait dès hier qu'elle déposerait une motion de censure sur le budget.
Au Salvador, la guerre civile fait toujours rage, même si les troupes gouvernementales semblent reprendre un tout petit peu le contrôle de la situation. Guérilleros pro-communistes face aux forces gouvernementales. Tous deux s'affrontent depuis le week-end dernier, plus de 600 morts, des milliers de blessés. Et ceci, que je vous donnais en titre, 6 jésuites espagnols ont été assassinés en pleine capitale. Jean-Marc Ilouz. 6 jésuites espagnols sommairement exécutés par l'armée sur le campus de l'université. Une cuisinière et sa fille de 15 ans, témoins, éliminés eux aussi, visage sanglant du Salvador depuis 5 jours maintenant. Le quartier de Sacamil, un des fiefs de la guérilla. L'armée ici combat rue après rue, carrefour après carrefour. Un but, anéantir l'ennemi par tous les moyens. Hier, les mitrailleuses lourdes, aujourd'hui, les bombardiers. Mais Sacamil, c'est aussi 60 000 civils, pris en otage au milieu des combats. Nous allons tous mourir, nous dit cette femme. Les bombes, elles ne font pas de différence entre les enfants et les soldats, et nous ne pouvons pas fuir. Les hommes de la Croix-Rouge, en effet, n'arrivent plus à Sacamil depuis plusieurs jours maintenant, et toute fuite est impossible. Dans des hangars de fortune ou dans l'église San Mateo, on entasse les blessés. Parmi eux se glissent bien sûr des guérilleros. Personne pourtant ici ne songerait à les dénoncer. Dans ce seul quartier périphérique de la capitale, hier, 65 civils ont été tués, dont 13 enfants. Leur tort, simplement d'avoir vécu ici, coincés entre deux belligérants qui s'entretuent dans leur maison et dans leur rue. C'était une scène de la vie quotidienne dans les rues de Sacamil, Salvador. L'Afrique du Sud, où l'apartheid a perdu un peu de terrain aujourd'hui. Le président de Klerk a annoncé en effet la suppression de la ségrégation raciale dans certains lieux publics. Par exemple, sur les plages, toutes les races seront dorénavant acceptées. C'est peut-être un pas important dans la bonne direction, même si ce n'est encore qu'un petit pas. Car les grands principes de l'apartheid, habitat séparé, interdiction de vote pour les Noirs, tous ces grands principes subsistent. Patricia Coste. On ne devrait plus voir des gestes comme celui-ci, dorénavant, en Afrique du Sud. Les Noirs pourront, sans se faire insulter, venir se baigner sur les plages des Blancs. Tout le littoral national est déclaré ouvert immédiatement à toutes les races. Les toilettes, où l'on peut lire « réservées aux hommes blancs uniquement », les trains, les parcs, les terrains de sport, les piscines, etc. devraient être dans quelques mois à leur tour autorisés à tous. Il en sera alors fini de ce qu'on appelle l'apartheid mesquin. Mais les Noirs réclament bien sûr l'abolition du grand apartheid. Car pour spectaculaires qu'ont été les grandes manifestations de Noirs sur les plages ces derniers mois, elles ont eu surtout une portée symbolique. Car il restera l'apartheid des zones d'habitation réservées aux Noirs, l'apartheid de l'enseignement, l'apartheid de la santé et surtout l'apartheid électoral. Cependant, le président de Klerk, en annonçant régulièrement, depuis sa prise de pouvoir, des mesures de libéralisation, renforce la crédibilité de sa politique d'ouverture. La RDA maintenant avec 2 informations politiques importantes. Les députés au Parlement revendiquent maintenant une réforme constitutionnelle. Et puis d'autre part, le prochain gouvernement compterait en son sein 11 ministres qui ne seraient pas du Parti communiste. Nous allons y revenir dans une minute, mais d'abord un coup de projecteur sur les déçus de l'Exode. Il y en effet certains Allemands de l'Est partis dans les premiers il y a plusieurs semaines, qui maintenant reviennent dans leur pays. Mais contrairement à ce qui avait été dit il y a encore 48 heures, ils sont finalement peu nombreux. Philippe Rochaud. Ici, il y a le chemin qui longe le camp. Là, c'est l'entrée. Là-bas, le jardin d'enfants. À 21 ans, Jens fait partie des déçus du monde occidental et se retrouve aujourd'hui dans ce camp d'Allemagne de l'Est avec 60 autres personnes pour avoir voulu faire la belle à l'Ouest. Le camp, une sorte de HLM, dépend du ministère de l'Intérieur et accueille aussi bien des soviétiques d'origine allemande que des Allemands de l'Est passés à l'Ouest et qui rentrent au pays. Il est surveillé, mais Jens sait pourtant officiellement qu'il ne sera pas inquiété et que tous ceux qui veulent revenir sont amnistiés. Jens avoue qu'il n'a pas eu le temps de vraiment réfléchir, qu'il a filé en 24 heures par la Hongrie et la Tchécoslovaquie et s'est retrouvé en Allemagne fédérale au camp de Gießen. Il a vu les supermarchés, il a voulu travailler, gagner de l'argent pour sa famille, mais tout est allé trop vite. Jens et sa compagne quittaient aujourd'hui le camp de Rongenthal, leur 3e camp depuis leur départ d'Allemagne de l'Est. Retour à la case départ, Jens va reprendre son travail d'ouvrier ici en RDA. Difficile de savoir combien ils sont dans son cas, l'Allemagne de l'Est ne publie pas les statistiques du retour.
Voilà, en direct du mur de Berlin, comme chaque soir, et ce soir de la porte de Brandebourg, Philippe Rochaud. Alors Philippe, je crois justement qu'à la porte de Brandebourg, il y a une manifestation ce soir ? Oui, il y a une certaine agitation parce qu'il y a une certaine impatience vu que la porte de Brandebourg n'ouvre toujours pas. Comme vous le savez, on pensait qu'elle ouvrirait cette nuit, que le premier coup de bulldozer serait donné dans la nuit. Mais malheureusement, la porte de Brandebourg est toujours fermée. Bien entendu, quand elle ouvrira, ce sera le signe, symbole, que le mur de Berlin est définitivement effondré. Et c'est pour cela qu'ici, il y a environ une centaine de manifestants qui disent « Mais combien de temps cela va-t-il durer encore ?» Alors Philippe, il y a évidemment l'aspect politique dont j'ai parlé tout à l'heure. Le gouvernement, un gouvernement RDA avec au moins 11 ministres non communistes, ça se confirme ? Oui, ça se confirme. Bon, les noms des ministres non communistes ne sont pas encore connus. Ils seront connus demain avec la réunion de la Chambre du peuple. Mais l'événement capital, c'est tout de même que M. Egon Krenz a demandé la démission de 27 députés communistes, dont M. Erich Honecker, qui était tout de même encore député. Et puis demain, surtout, la Chambre du peuple doit voter la suppression de l'article 1 de la Constitution, qui prévoit donc le rôle dominant du Parti communiste. Et là, on peut dire que vraiment, ces derniers jours, le Parti communiste est-allemand diminue de plus en plus, aussi bien au niveau de la Chambre des députés qu'au niveau du gouvernement. L'annonce d'Egon Krenz s'est faite il y a quelques minutes, je crois. Oui, c'est tombé il y a quelques minutes, effectivement, et venu directement du comité central, du Parti communiste et également de la présidence d'État. Merci Philippe, merci, nous reviendrons bien sûr sur tout cela car c'est très important. Un témoignage maintenant, qu'en pensent les champions sportifs? Vous savez, les gâtés de l'Allemagne de l'Est. On sait que ceux qui ont bien réussi dans les disciplines sportives peuvent voyager à l'étranger et sont souvent très bien payés. C'est le cas de la championne de patinage artistique Katharina Witt. Souvenez-vous, elle nous a enchanté des soirées entières à la télévision au cours des championnats du monde ou bien encore des Jeux olympiques qu'elle a remportés quelques pas pour s'en souvenir. Ah, j'espérais qu'on allait voir le premier saut, mais non. Eh bien, Katharina Witt a abandonné le patinage artistique l'année dernière. On lui prédisait une carrière de star au cinéma. Eh bien, elle tourne déjà. Alors, que pense-t-elle des événements récents? Francis Marotto l'a rencontrée en exclusivité pour Antenne 2 à Séville, où elle tourne Carmen, bien sûr. Ce que je tiens à dire tout d'abord, c'est que tout ce qui a été fait en Allemagne de l'Est depuis 40 ans n'est pas mauvais. Il y a eu aussi beaucoup de bonnes choses accomplies, même si beaucoup de choses encore doivent changer. Je suis heureuse que ça se fasse maintenant. C'est vraiment géant. C'est merveilleux que les gens puissent voyager. Je crois que c'est très important, le fait qu'ils puissent circuler comme ils veulent, où ils veulent, et qu'ils puissent ensuite revenir chez eux. C'est important aussi qu'ils puissent dire ce qu'ils pensent. C'est ce que, personnellement, j'ai toujours prôné. En plus, je crois que ça ira de mieux en mieux, avec la possibilité de voyager et avec une presse qui dira la vérité, qui ne dissimulera plus la réalité en affirmant que tout est parfait, lorsque ça n'est pas le cas. Pour mes compatriotes qui vivent là-bas, le fait de voyager, de découvrir d'autres pays, va leur permettre d'échanger des idées, des impressions. Et puis, en rentrant chez eux, ils respecteront peut-être davantage encore leur pays. La Hongrie a déposé ce jeudi sa demande officielle d'adhésion au Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est l'organisme qui regroupe actuellement 23 pays d'une Europe élargie. Et puis changement à l'Est toujours avec cette information en provenance de Bulgarie. Il y a eu un important remaniement au bureau politique du PC bulgare puisque 3 membres du bureau politique sont partis, ont quitté, ont démissionné. Ces 3 membres étaient très liés à l'ancien numéro 1 bulgare. Voyons maintenant d'autres informations internationales avec Anne Poncinet, à commencer par les élections au Brésil. Fernando Collor, populiste de droite, largement en tête au premier tour des élections présidentielles brésiliennes, selon des résultats toujours partiels. 24 heures après la fermeture du scrutin, le nom de son adversaire du second tour demeure incertain. Lula da Silva, gauche radicale, ou Leonel Brizola, travailliste. Le score des 3 candidats de gauche additionnés n'atteindrait pas les 50%.
Une tornade dévaste Huntsville, Alabama, 17 morts, 463 blessés et 1 millier de sans-abri. Des vents violents et de fortes pluies se sont abattus hier sur la ville, balayant voitures et maisons dans un rayon de 5 km. L'Alabama n'avait pas connu telle tornade depuis 15 ans. Nomination d'un conciliateur dans le conflit des chantiers de l'Atlantique, Paul Boucher, conseiller d'État, est chargé, après 8 semaines de conflit, de rétablir le contact entre direction et grévistes, ici lors d'une manifestation mardi dernier. Le revenu agricole devrait être cette année en hausse de 8%, chiffre provisoire établi par l'INSEE. C'est une surprise. Malgré la sécheresse, le volume global des récoltes a augmenté et les prix se sont généralement bien maintenus, même si le manque d'eau a mis en péril la trésorerie de certains exploitants. À la Bourse de Paris, hausse de 0,74% de l'indice CAC 40, indice des compagnies d'agents de change calculé sur 40 valeurs. Le dollar s'échange à 6 francs 28,50. Jacques Médecin, le maire de Nice, inculpé. Ce sera demain. Une affaire qui va certainement secouer les milieux politiques. Monsieur Médecin est soupçonné d'avoir un petit peu mélangé ses propres comptes avec ceux de sa mairie et d'avoir réalisé quelques affaires un peu troubles. Il serait inculpé demain à sa demande. Hervé Brusini, explication. C'est à cause de cette revue, intitulée Action Côte d'Azur, que Jacques Médecin devrait être inculpé. Certaines de ces publicités sont financées par des associations que dirige le maire de la ville, Jacques Médecin. Or, ce même Jacques Médecin était aussi le principal actionnaire de la revue. Ce genre de montage financier, s'il est prouvé, cela s'appelle de l'ingérence et cela tombe sous le coup de la loi. À l'origine de l'affaire, une plainte déposée par cet ancien député socialiste, Jean-Hugues Colonna. Ce soir, Jacques Médecin affirme que tout cela n'est, selon lui, qu'une machination politique. L'inculpation n'est d'ailleurs nullement la présomption d'une culpabilité, nul n'ayant oublié que François Mitterrand fut inculpé dans le passé. Mais qu'il y a loin de la marche sereine de la justice dans une affaire somme toute banale, au tintamarre médiatique déclenché par la socialie en transe. Jacques Médecin affirme aussi que c'est lui qui veut être inculpé pour se faire communiquer le dossier. Son inculpation était pourtant judiciairement inéluctable, elle était souhaitée par le parquet. Ce dossier pourrait bientôt s'épaissir. D'autres documents, on le sait, ont été saisis par la police dans un coffre-fort au domicile de fonction du maire de Nice. Il y avait là de nombreux documents sur les relations d'affaires de Jacques Médecin. De quoi nourrir peut-être, selon les enquêteurs, de nouvelles poursuites judiciaires. Robert Prigent est sorti de l'hôpital psychiatrique. Prigent est un capitaine au long cours, interné d'office dans les Côtes-du-Nord. Son avocat, maître Gilbert Collard, affirme qu'il s'agit d'un internement abusif. L'officier de marine est en litige depuis 8 ans avec la compagnie pétrolière Total, son ex-employeur, qu'il a licencié simplement parce que Prigent réclamait une meilleure sécurité sur les pétroliers. Ce soir donc, Robert Prigent est sorti de l'hôpital psychiatrique. La polémique à Aix-les-Bains à propos de l'intégration. L'affaire a été lancée par un conseiller municipal qui trouve qu'il y a trop de juifs dans la ville. Vous imaginez qu'il y a eu beaucoup de réactions et de nombreuses condamnations. Au départ de cette affaire, un projet de construction d'une synagogue et d'une école juive. Agnès Poirier, enquête. L'homme par qui le scandale arrive. Jean Murguet, conseiller municipal d'Aix-les-Bains depuis 30 ans, est encore tout surpris du tapage médiatique qu'il a déclenché aujourd'hui. Lundi dernier, avec 5 autres conseillers municipaux, il quittait la mairie en plein conseil, refusant de cautionner l'allocation d'un terrain de 6 000 m² à la communauté juive. Terrain sur lequel des écoles israélites et une nouvelle synagogue doivent être implantées. Leur mode de vie, c'est leur affaire, c'est pas la nôtre. Et ils posent simplement problème dans leur comportement extérieur. Donc c'est bien limité. Et si nous sommes parfois interrogés par les Aixois, c'est parce qu'on voit dans nos rues des gens qui sont habillés d'une certaine façon. Bon, ça ne va pas au-delà. Ça ne va pas au-delà. Mais encore faut-il que nous recueillions les observations des Aixois et puis que nous sachions aussi les informer. Pour cela, il aurait été souhaitable que nous discutions. Et pourtant, le dossier n'est pas nouveau. Depuis plus de 10 ans, la communauté juive est en discussion avec la municipalité pour obtenir un terrain. Car il y a bien un problème, c'est le manque de place. Dans ces préfabriqués vétustes, 300 enfants apprennent les maths, le français et l'hébreu. La cour est si petite qu'il faut échelonner les récréations et les normes de sécurité ne sont pas respectées. Le fait de leur attribuer un terrain pour qu'ils puissent construire une école et reconstruire plutôt une école et reconstruire leur synagogue, paraît un sujet tout à fait normal. C'est le rôle d'un maire de s'occuper
de la façon dont les enfants sont scolarisés. Et il n'y a rien là qui puisse étonner. Dans la communauté juive, on se dit surpris. C'est au tout début de la Seconde Guerre mondiale, quand Aix-les-Bains était en zone libre, qu'ils se sont installés ici, sans que cela n'ait jamais posé de problème. Surpris donc, mais pas vraiment inquiet. Personne n'ignore qu'actuellement il y a une grave dissension entre certains membres du Conseil et qu'il y a un règlement de compte qui se fait sur notre dos. Est-ce que ça vous inquiète? Non, ça ne m'inquiète pas parce que ne représentant pas la nature des relations entre la population juive et le reste des habitants d'Aix-les-Bains, je pense que dès que cette affaire va se calmer, les choses reprendront leur cours normal. Au centre d'une polémique qui les dépasse, mais tous à Aix l'ont rappelé, l'affaire est réglée. Et d'ici quelques années, s'élèveront comme prévu sur ce terrain une synagogue et de nouvelles écoles. Attention pour les Parisiens, le tarif de stationnement va augmenter. Jacques Chirac, le maire de Paris, a annoncé qu'il faudra payer jusqu'à 10 francs de l'heure dans le quartier des Champs-Élysées. Après la pluie de PV distribuée ces derniers jours, il ne fait pas très bon avoir une voiture à Paris. Les eaux minérales sont-elles menacées en France? Vous savez que dans certaines régions, l'eau est polluée par des nitrates utilisés dans l'agriculture. En Bretagne, certaines eaux minérales ont dû fermer leurs sources à cause de la pollution. Et maintenant, les sources les plus renommées sont menacées. Par exemple, Vittel, qui est une filiale du groupe Nestlé, le groupe qui a décidé d'ailleurs de réagir. D'où une bagarre sévère entre les producteurs d'eau minérale et les agriculteurs. Sophie Jouve, Jean Cornu, test. Il faut éliminer. À Vittel, le slogan est plus que jamais à l'ordre du jour. Mais éliminer quoi? Les nitrates. Le taux de nitrate de cette eau minérale frôle déjà la barre des 10 mg litre. On est loin du seuil limite fixé à 50 mg, mais pour cette petite cité de villégiature qui puise son or de sa source, cette augmentation de la pollution est préoccupante et les coupables tout désignés, les engrais. C'est un problème qui concerne effectivement toutes les sources en France et ailleurs d'ailleurs. C'est un problème de temps. Tout dépend de l'épaisseur que les nitrates auront à traverser avant d'atteindre une nappe phréatique. Pas de danger immédiat, mais pour préserver la mine d'or que représente l'exploitation de la source, la Société des eaux emploie les grands moyens. Rachat au prix fort de toutes les terres agricoles disponibles. Elles sont ensuite louées aux agriculteurs à une stricte condition, faire de l'élevage et donc de la prairie pour éviter toute pollution. Politique qui fait grincer pas mal de dents. Normalement, on n'a plus le droit de défricher, on n'a plus le droit de couper les haies. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des terrains pareils? S'il y a un autre demandeur, il faudra que nous tranchions. On est des jeunes, nous, à s'installer. On a besoin de travailler, on va pas se laisser marcher sous les pattes. Bruno Chevrier vient juste de s'installer, il est déjà découragé. Aujourd'hui, pour des jeunes qui veulent s'agrandir, c'est accepter les conditions de Vittel, c'est-à-dire le tout en herbe, et avec en plus des conditions sur l'exploitation déjà existante. De toute façon, on a des cultures intensives maintenant, on ne peut plus se permettre de refaire marche arrière. C'est ni plus ni moins que la Société des eaux minérales, si elle recommence à recharger ses wagons à la main. Moi, je prends la comparaison là. Aujourd'hui, à Vittel, beaucoup se sentent condamnés. Pourtant, il existe peut-être un espoir avec cette fougère qui, selon les chercheurs de l'INRA, permettrait d'absorber les excédents d'engrais. Un espoir si la Société des eaux décide de patienter. La littérature maintenant. La saison des prix littéraires a démarré et lundi, c'est le Goncourt. Comme chaque année, l'Académie Goncourt a publié sa dernière liste. Ils sont 5. Nous vous en présenterons 4 d'ici lundi, car le 5e, Jacques Folch-Ribas, qui a écrit La chair de pierre chez Robert Laffont. Folch-Ribas est un Canadien qui ne viendra pas à Paris d'ici le prix en tout cas. Alors parmi les 4 autres, un grand favori, c'est Jean Vautrin. Vautrin, c'est un cinéaste. Il avait tourné Adieu l'ami, par exemple. Depuis quelques années, il se consacre presque entièrement à la littérature. Il construit une œuvre véritable, personnelle et forte, avec beaucoup d'originalité dans la recherche sur le langage. Par exemple, dans son dernier roman qui s'appelle Un grand pas vers le bon Dieu. Sylvie Marion l'a écouté lire un extrait de son livre à sa femme et elle a souligné les mots-clés. Écoutez. Un grand pas vers le bon Dieu, un grand pas vers le Goncourt. Quel bruit sympathique. Un vrai roman d'aventure, sensuel ô combien, écrit dans une langue tout à fait nouvelle. Les mots puisent leur source dans le Cajun de la Nouvelle-Orléans, où se déroule cette saga sur 3 générations. Français archaïque, petit nègre, anglais redneck et pur vautrin se mélangent pour raconter des amours en veux-tu en voilà, noces sanglantes comprises, une sacrée chasse à l'homme, la naissance du jazz and all that. 44 pages de plaisir, extrait page 157, lu par l'auteur. Ça souriait l'un à l'autre et ça ne bougeait pas.
Ils étaient both of them, empralinés comme du candy. Elle lui a fait présent d'un gros bec sur la bouche. Il a trouvé ça goûter bien. Il a murmuré « C'est pas mal curieux ce qui nous arrive là ». Elle se sentait gaie comme une musique. « Quel âge avez-vous donc ?» Elle lui a dit sans menterie « J'ai fait mes grands 16 ans ». Elle lui a refait un beau, ça goûtait meilleur encore. Farouche a commencé à piquer la mignonne au ventre, il l'a mignotée avec sa main et cajolait sa grenouille sous ses doigts. Ça se fait, elle a reculé et elle lui a posé son index sur les lèvres. Elle a dit avec des yeux mystérieux « Si je tombe, je veux tomber dans un lit. » Elle avait préparé son lit. Ça se fait qu'il lui a donné l'amour. Oh, aïe, 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 tape pas trop fort, mon cœur fait mal. Il lui a fait sauter sa rosette. Après, c'était fait pour eux. Gémissement et gémissement. Ils s'aimaient d'amour doré. Allons voir ce qui s'est passé. Toutes les 5 heures de leur vie, ils en auraient voulu 3 dans les airs. Puis à la fin, mon amour à Dieu. Le corps usé, la racine enragée par la friction et le sang. Sur le point de dormir. Ferraille à exhaler en rendant les armes. Moi, à la place, je voudrais mourir. C'est dans les bras de mon petit bébé. Oui, je me demande s'il n'a pas été aussi acteur, je Vautrin. Tiens, le cinéma. Venons-y avec un film américain qui sort cette semaine. Ça s'appelle « Quand Harry rencontre Sally ». C'est un film très sensible sur les relations d'un couple et surtout sur le thème « L'amitié est-elle possible entre un homme et une femme ?» Allez, avouez que vous avez des chances de vous retrouver dans ce film de Rob Reiner. Nicole Cornulangue. No man can be friends with a woman that he finds attractive. He always wants to have sex with her. So you're saying that a man can be friends with a woman he finds unattractive? No, you pretty much want to nail him too. Être ami ou être amant, that is a question. Pourquoi certains amis ne peuvent-ils devenir amants et pourquoi la plupart des amants ne peuvent-ils rester amis? C'est la question que se pose et que nous pose ce couple infernal qui manque toujours ses rendez-vous avec l'amour. Quand tous les deux se rendent compte de ce qu'ils sont vraiment, ils peuvent enfin vivre ensemble. Mais que de rebondissements sur leurs erreurs, leurs faiblesses, leurs affrontements, leurs attendrissements. Je pense que c'est le temps que ça prend, la danse de séduction entre l'homme et la femme, jusqu'à ce qu'ils puissent se dire « allons-y ». Did you look this good at the University of Chicago? No. Did we ever... No. Whole film is a dance. Tout le film est une danse sur les préliminaires de l'amour. C'est la façon dont les gens se tournent autour pour enfin se trouver. Mais finalement, faire l'amour ne résout rien. Something terrible. What did you do? No one I know would call at this hour. So awful. I need to talk. What happened? What's the matter? Harry came over last night. I went over to Sally's last night. Because I was upset that Joe was getting married. And one thing led to another. And before I knew it, we were kissing. To make and a long then story short, we did it. They did it. That's great, Sally. Yes! Yes! Oh! 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 Oh, God! Oh. Et quelle jouissance de voir une histoire plutôt ordinaire menée avec tant de brio et d'humour. I'll have what she's having. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle la principale information que nous a donnée Philippe Rochaud tout à l'heure. En Allemagne de l'Est, Egon Krenz a demandé à 27 députés de démissionner du Parlement, tous des députés communistes. Et parmi eux, c'est là que l'information prend toute son importance, parmi ces députés à qui Egon Krenz demande de quitter le Parlement, il y a Erich Honecker, l'ancien chef de l'État, il y a son épouse Margot, ex-ministre de l'Éducation, il y a Willy Stopp, l'ancien chef du gouvernement, et Horst Sindermann, l'ancien président du Parlement. Vous voyez, les choses changent décidément bien vite en Allemagne de l'Est. Quelques chiffres maintenant avec les résultats du tiercé. Nous allons les voir apparaître sur l'écran. 16, 15, 6, 332 francs 50 dans l'ordre, 66 francs 50 dans le désordre. Il y avait un quarté simple, 16, 15, 6, 10, 1524 francs dans l'ordre, 127 francs dans le désordre pour 5 francs. Avant de terminer encore, un coup de chapeau à l'un de nos confrères, c'est le Nouvel Observateur qui fête ses 25 ans, 25e anniversaire donc.
25e anniversaire pour le Nouvel Obs qui a consacré sa une bien sûr à l'Allemagne avec le vertige de la liberté. Dans quelques minutes, vous aurez les prévisions de la météo avec Laurent Cabrol que je vois déjà installé dans le studio. 2 rendez-vous ce soir, l'émission spéciale consacrée à Daniel Mitterrand, c'est à 22h30 et ensuite, dernière édition, Henri Sagnier vers 23h30. Bonne soirée sur Antenne 2, à demain, 20h.